Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, qui sera consacrée aujourd'hui toujours dans le domaine des épidémies, et nous verrons la typhoïde. Alors, malgré la vaccination rendue obligatoire au sein de nos armées, elle va avoir du mal à faire face à toute cette troupe mobilisée. Seuls environ 125 000 soldats seront vaccinés sur 3 600 000 mobilisés incorporés. Si le projet de vaccination était bien ficelé, il ne va pas vraiment trouver un écho favorable au sein du personnel des armées, notamment au sein de la hiérarchie, qui lui redoutait cette vaccination et s'élevait de temps en temps même contre cette vaccination, redoutant pour cela les effets indésirables, les effets secondaires qui nuisaient à la santé de leurs soldats. Il fallait en plus ajouter à cela les conditions d'hygiène effroyables vécues par ces hommes dans les tranchées. L'hygiène était vraiment absente, où ils côtoyaient les trous d'obus remplis de cadavres humains et d'animaux. Il y avait aussi de l'hygiène absente pour rendre l'eau potable et aussi les matières fécales qui stagnaient ici et là. Alors finalement, toutes ces conditions font que cette vaccination, je ne veux pas dire qu'elle était noyée dans l'œuf, mais elle n'a pas vraiment trouvé un écho très positif. Les secteurs où cette épidémie était la plus redoutable, la plus, disons, crainte, c'était en Argonne, dans la forêt argonnaise, à l'ouest, au nord-ouest du département de la Meuse notamment. Et si on continue à parler de la Meuse, il y avait aussi la côte 304 et le Mortehomme qui étaient très touchés par cette épidémie. Ce qui ne voulait pas dire que sur le front principal de la bataille de Verdun, qu'il n'y avait pas de cas, et bien sûr aussi ailleurs. Partout, cette maladie effroyable a sévi dans nos rangs, sur tous les fronts. Alors ce fléau nous ramène quelques décennies en arrière, à la fin du XIXe siècle notamment. Un biologiste, André Chantemesse, prend fait et cause pour ce fléau, qu'il veut combattre à tout prix. Dès qu'il rentre à l'Institut Pasteur, il n'a de cesse que de rechercher un moyen pour se prémunir, pour combattre cette maladie. Et c'est en 1888 que le vaccin ainsi, disons, trouvé, va être à l'essai autant en France qu'à l'étranger. Et ces essais seront très encourageants, très probants, prometteurs. Un peu plus tard, un médecin militaire, Hyacinthe Vincent, qui lui aussi prend fait et cause pour ce fléau, du moins pour le combattre, réfléchit à ce que ce vaccin pourrait apporter au sein de l'armée. L'idée fait son chemin. Et en 1910, le ministère de la Guerre, croyant à ce projet de vaccination des armées, l'autorise, mais l'autorise seulement à titre d'essai. Et ce sont les troupes d'Afrique du Nord, mais disons, c'est sur eux que les essais de ce vaccin vont être effectués. Les vaccins, donc, arrivent à prémunir et à combattre cette maladie. C'est probant, très encouragé, à tel point qu'un sénateur du nom de Léon Labbé va faire un projet de loi pour rendre cette vaccination obligatoire au sein de l'armée.
uniquement au sein de l'armée pour l'instant. Et cette loi sera votée le 28 mars 1914, disons 4 mois, finalement, avant le début du conflit. La typhoïde, c'est la maladie la plus meurtrière après la grippe espagnole qui sévit au sein de nos armées durant cette grande guerre. Elle fait des ravages assez considérables, surtout au début du conflit. Au moins 15 000 soldats périront de cette épidémie pendant le conflit, soit l'équivalent d'une division. Dès le début d'août, il y a une mobilisation très conséquente de jeunes hommes, des appelés, des jeunes réservistes, des territoriaux. Finalement, le plan 17, s'il prévoyait un plan de défense et d'attaque, ne prévoyait pas beaucoup donc d'hébergement. Et ces troupes furent cantonnées, hébergées dans des conditions vétustes, dans des conditions sanitaires déplorables, où les conditions d'hygiène n'étaient pas vraiment respectées. Et c'est pourquoi, justement, que cette épidémie sévit dès le début d'août 1914. Elle atteindra son pic en décembre 1914 avec 14 000 cas mensuels. Puis elle atteindra à nouveau son pic en automne 1915, après avoir connu une petite décroissance. À savoir que sur les 125 000 cas recensés durant la Grande Guerre, 45 500 le furent au cours de 1914 et 64 500 le furent au cours de 1915, soit 88% des cas en tout. C'est l'armée française qui fut la plus touchée de toutes les armées alliées. Nous avons un ratio en gros de 15 pour 1000. Puis vient la Belgique avec 3,6%. Puis les Britanniques, seulement 1%. Enfin les Italiens, un peu plus touchés, avec 6,2%. Concernant les armées ennemies, l'Allemagne et l'Autriche. Pour l'Allemagne, 112 000 cas les frapperont. Pour les Autrichiens, 171 000 cas. Pour terminer sur la typhoïde, qui était également appelée la fièvre des tranchées, je voudrais vous faire part d'un court dialogue qui s'est déroulé aux Éparges en février 1915 en échange entre des soldats de Genevois. Le vaccin était craint à l'époque par les hommes, comme en témoigne justement ce grand écrivain dans ceux de 14. Les Toubis à Bellevue vaccinent le 3e bataillon contre la fièvre typhoïde. Dans 2 jours, ce sera notre tour. Les hommes ne parlent que de cette perspective, hélas. Diable, il paraît que ça rend très malade, ce vaccin. Prononceront-ils jamais pareil mot, ce vaccin anti-typhoïdique? Attends pour voir, mon mignon, quand t'auras leur seringue dans le chair. Au fait, Troubla impressionné, leur seringue, sans blague. Oui, leur seringue, se l'enfonce au milieu du dos. Ils jettent des saloperies dans le sang. Et tu enfles. Et tu t'engourdis. Et il y a des bons hommes qui en meurent, qui en clabotent. 22, dit le rouquin. Mourir comme ça. Et c'est ainsi que nous terminons sur ces propos
la phase de la typhoïde.